Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents ce soir. Merci à l'EDA pour cette invitation, en particulier à Jean-Paul Felet. On est ravis de venir vous présenter notre travail. Ce cycle de conférences s'appelle Paroles d'architecte au singulier, paroles et architectes. On est là ce soir deux parmi 50 architectes qui font le bureau Pont 12 et on vous propose en fait d'échanger, donc deux paroles, deux architectes, deux voix que l'on va se partager pour raconter nos projets. D'abord, une brève présentation de qui on est. Pont 12 Architectes, une cinquantaine de collaborateurs et collaboratrices. Ici, c'est une carte de vœux qui date de 2015, qui montre l'équipe au moment où on s'apprête à emménager dans nos nouveaux locaux à Chavannes-Pré-Renans. C'est une période faste pour Pont 12 qui a remporté une dizaine de concours et qu'il faut maintenant réaliser. On est un peu en chantier. On continue un peu dans les cartes de vœux parce que, vous le verrez, ça constitue un peu la trame de notre histoire. On aime se mettre en scène. Et ici, c'est à l'occasion de la carte de 2014, on est dans la cage d'escalier du château des Chichons qu'on est en train de rénover. Ici en 2016, dans la salle de gymnastique du Collège des Pales à Lutry, on se lâche de plus en plus. Et enfin, la dernière carte de vœux on veut vous présenter, c'est en 2017. Là, on vient de débuter le chantier de la patinoire de Malais. Plus sérieusement, nos bureaux, voilà, ça c'est l'espace de travail qui est évidemment un peu plus studieuse. Et puis, le lieu où on fait nos bureau-sitzung, comme on les appelle, une fois par mois. On réunit toute l'équipe, on parle des projets, de l'avancement de chacun de ces projets. C'est aussi le lieu où on mange, il y a une cuisine au fond. Et c'est dans la salle Perrier, qui est un espace assez magique qu'on a aussi pris quand on a occupé les espaces qui se trouvent de travail, qui sont donc au-dessus de cette salle Perrier, qui est un lieu de détente et de loisirs qui nous permet aussi de nous défouler. Évidemment, tous ces espaces, ils sont rien sans la présence des usagers. Ici, vous voyez aussi cette salle Perrier à l'occasion d'une exposition de travail d'architectes diplômants de l'EPFL qui a eu lieu en 2020. On porte déjà les masques. Et cette salle Perrier, elle nous permet de recevoir entre nos murs aussi bien des conférences, des lectures, mais aussi des pièces de théâtre, de la danse, des expositions. Et puis, en fait, quand on a pris ces locaux, ce lieu, il n'est pas au centre de Lausanne, il est à Chavannes, un peu en banlieue. Et on a pris le double de surface de ce qu'on aurait pu prendre en ville. En fait, c'était meilleur marché. On avait un budget, on s'est dit, OK, on prend le double. Et puis, on l'a transformé tel quel. Après, effectivement, il y a eu ces projets qui sont arrivés, on était content d'avoir de la place. Mais cet endroit-là, c'était un espace en trop, en fait. Cet endroit donc, ce qu'on a appelé salle Perrier, en plus des bureaux, en plus de l'endroit où on se réunissait, en plus de l'endroit pour faire des maquettes, des stockages et tout, il nous restait cet endroit-là. Dans un premier temps, c'était un peu idiot, on s'est dit, on pourrait mettre des voitures, voilà, bon. En fait, on vient plutôt en transport public et c'est là où on s'est rendu compte que ce vide était en fait un moteur pour le bureau, pour toutes sortes d'activités. Puis maintenant, on s'en prive pas, on est très content d'avoir ça. Et c'est une certaine idée de... Là, on a eu le privilège de pouvoir vraiment transformer la maison un peu comme on le voulait, même si on est locataire. Elle n'était pas équipée du tout, donc on a pu faire le projet qui nous intéressait, c'était notre investissement. C'est aussi symptomatique d'une manière, je pense, d'aborder les questions. Donc on va parler, c'était sur le flyer, pas mal d'usages, sachant que l'architecture depuis longtemps telle qu'elle est définie, ça veut dire deux millénaires, ça commence par être de la solidité. Là, on s'adresse en fait au maître de l'ouvrage. D'abord, il faut que ce soit solide. Donc, c'est firmitas. Deuxièmement, c'est l'utilité. C'est un usage. Et on insiste pas mal là-dessus. Et en fin de compte, c'est aussi de la beauté. Donc, Venustas, c'est le troisième, mais dans l'ordre dans lequel ça a été énoncé par Vitruve au début, c'est vraiment de la solidité, de l'usage et de la beauté. Et quand récemment on a fait une publication dans Quart Verlag, on a mandaté
un critique qu'on aime bien, qui est Antoine Picon, qui est aussi président de la Fondation Le Corbusier. Il est parisien, il est français, il écrit très bien. Il est ingénieur, il est architecte et il a une vue sur l'architecture qui est intéressante. Et lui, figurez-vous qu'il parle beaucoup de l'ornement, donc disant, mais qu'est-ce que vous faites finalement vous comme architecte, comme langage, comme etc. Et il est quand même revenu sur cette question d'usage, et c'est sur notre flyer. Ce qui l'intéressait dans notre production, c'était que c'est lui qui énonce les choses comme ça, et nous on comprend, on partage. L'architecture, dit-il, ou a-t-il écrit dans le texte, qui est le texte majeur de cette publication, l'architecte ne dicte pas les usages, elle leur fournit un cadre qui discrètement peut les orienter à la façon d'une scène. Donc c'est cette idée que l'architecture c'est un support et qu'ensuite on se l'approprie. Voilà. L'usage, c'est pas seulement de la fonction. Au 19e siècle, au 20e siècle, on est dans un monde, un paradigme, comme dirait Dominique Bourg ou Sophie Swatton, Primauté du vivant ici, c'est un super petit bouquin qui vient de sortir. C'est pas seulement donc de la fonction, c'est-à-dire la fonction, c'est l'idée que ça produit quelque chose, mais c'est plus un lieu qui peut être vécu, dans lequel on peut avoir une action. Alors on va coller à notre présentation une espèce de petite machine à remonter le temps. De temps en temps, il y aura du noir-blanc qui viendra comme ça, avec des références au théâtre, puisqu'on parle de scène, puisqu'on parle d'usage. On conçoit l'espace un peu comme une scène, nous dit Antoine Picon, et on est d'accord avec ça. Donc une petite machine à remonter le temps qui va faire un commentaire à nos projets, et c'est des commentaires qui viennent du monde du théâtre. Ici, Edward Gordon Craig. Donc on règle sur 117 ans, on peut aller plus loin, mais là, dans le premier temps, on règle sur 117 ans, en 1905. Edward Gordon Craig prépare un spectacle qui ne sera jamais produit par lui. Moi, j'ai travaillé dans un théâtre qui, après, a fait une pièce qui s'appelait L'Escalier sur cette base-là, et il a l'idée d'avoir 4 ambiances différentes, toujours sur la base du même lieu. Ça nous intéresse parce que l'architecture, elle est là une fois, peut-être pas pour toutes, mais elle est là pour un moment. Et puis ensuite, on a le temps qui passe au-dessus. Donc, vous avez par exemple ici, il fait nuit, l'autre fois, il fait jour. On voit qu'ensuite, on est en pleine nuit, mais il y a de la lumière derrière. Et puis, l'action se déroule toujours sur ce même lieu à travers 4 ambiances. Alors ça, c'est une idée d'ailleurs de metteur en scène, pas vraiment d'acteur, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est une idée de metteur en scène, sachant que sur un même lieu, on peut faire travailler la lumière, travailler le son, travailler le mouvement, les costumes, le décor, le texte, qu'on n'a pas ici, mais on peut imaginer qu'il y a un texte. On peut avoir des projections, d'ailleurs on a beau être en 1905, on voit qu'il a des effets de projection qui sont déjà là. On peut évoquer des éléments naturels, le ciel de nuit, voilà. Tout ça, mais le premier job du metteur en scène, ce serait de travailler en espace, de mettre en espace et de donner un rythme, de donner du temps. Et ça, de le faire aussi, ce qu'on appelle les arts vivants, c'est-à-dire en rapport avec un public. Voilà, donc on va garder cette idée un peu que l'espace dont nous nous occupons comme architectes, c'est un réceptacle, donc plutôt que fonction, c'est un réceptacle, ça permet d'accueillir, ça permet d'offrir, ça permet d'être au service d'eux. Et ce qui est très important là-dedans, c'est le vide, évidemment, parce que plutôt que la construction dont on parlait tout à l'heure, la solidité, c'est le vide qui est entre deux. Et on peut passer au projet suivant, qui est donc un projet de logement. Voilà, alors là, on va vous présenter l'écoquartier à Praromont à Lausanne. Alors, pour être un petit peu plus concret aussi, voilà, nous, on pratique le concours depuis toujours. Et puis ça nous a formés et ça continue à nous stimuler. On a compris que l'architecture, elle contribue de façon essentielle à la construction de la société. Et notre pain quotidien, c'est le logement. Et puis, en effet, rien de tel que la famille pour l'illustrer. On a vu avec l'évolution de la famille que ça donnait lieu à des vraies réflexions qui sont souvent passionnées au sein de notre bureau, pour revisiter, retravailler, repenser la typologie. On chorégraphie la vie quotidienne des futurs habitants. Ici, c'est une coopérative de logement dans les Hauts-de-Lausanne. Et là où le sens de la collectivité s'exprime, aussi bien dans le processus, où on écoute le vœu des utilisateurs,
mais aussi avec le dessin des architectes, que dans la forme du quartier. Donc sur le modèle d'un village, ici plus précisément, on a des bâtiments qui se regroupent pour favoriser l'appropriation grâce par exemple à des vis-à-vis, la mise en scène des accès qui sont en vis-à-vis. On a travaillé avec un architecte paysagiste pour séquencer des jardins, des places qui prolongent différents services au rez-de-chaussée et qui permettent d'animer aussi ce nouveau village. Il s'agit de commerce d'alimentation, de salles communes, d'appui scolaire, d'accueil de personnes âgées, de cabinets de physiothérapeutes. Alors bien sûr, on peut regarder les bâtiments eux-mêmes, comment est-ce qu'ils sont faits, l'architecture avant tout. On lit très bien les blocs, mais ce qui nous intéresse évidemment en premier lieu, c'est les vides dont on parlait, c'est-à-dire cette scénographie du quotidien qui se déroule ici, où les entrées sont très très importantes. Il est important qu'on se rend compte que dans cet endroit, ça fédère parce qu'on connaît les gens. Voilà. On a beaucoup travaillé, parce que cette coopérative, la CODA, elle travaille beaucoup sur la participation. Il y a eu énormément de discussions, de préparation autour, mais après, l'appropriation, elle s'est faite dans la demi-journée. Les gens savaient déjà, c'était projeté dans le lieu, et le lieu a été habité instantanément. C'est ce qui était le but aussi de l'affaire. Si on continue, on voit ces espaces qui sont entre deux, un peu comme des campi vénitiens, un petit peu. Hein. C'est cette composition des vides extérieurs. Et bien, vous voyez des véhicules abandonnés ici, qui sont un petit peu collectifs. Les vrais véhicules sont en souterrain, donc on a abstrait complètement la circulation. On a dû faire un parking qui était relativement grand, soit dit en passant, c'est un peu une plaie, hein, ces carrosseries. Et en fait, il est beaucoup trop grand, parce que là, ils ont un tel sens collectif qu'ils se partagent les véhicules, ces mobilities, etc. Le parking est décidément trop important. Comme dans beaucoup de communes, hein, on a tendance à surdimensionner ces équipements, je pense. Voilà. Mais enfin, à la surface, toujours est-il qu'on est complètement libre de ça et que les différentes générations, parce qu'il y a vraiment différentes générations, on voit bien les véhicules des petits, et puis ensuite il y a les adultes, et on a aussi des personnes âgées qui spécifiquement sont dans ce lieu-là. On voit aussi que les rez-de-chaussée sont très importants, qu'il y a des magasins à certains endroits, il y a des services, il y a un coiffeur, voilà. Je crois qu'il y a d'autres images. Oui, en fait, cette image, elle nous permet aussi de rebondir sur la suivante, parce que la question, en fait, c'était comment construire de toute pièce un nouveau quartier pour plus de 80 logements à la campagne, tout en ayant cette ambition de favoriser des liens justement sociaux entre les habitants, et puis ça se joue sur ces rapports qu'entretiennent les bâtiments entre eux, et puis sur ces vides qui à la fin ne sont pas des résidus, mais qui sont des espaces que véritablement on dessine. Et puis on crée des perspectives, et là on rebondit sur ces scènes. Alors là, la machine à remonter le temps, elle est réglée sur 492 ans, je pense, ou quelque chose comme ça. Et on est avec Sebastiano Serlio. La perspective, on est au début de début de la Renaissance. Et il s'occupe, cet architecte, pas mal de théâtre dans sa vie. Il sera aussi architecte de châteaux en France plus tard. Mais on est dans un contexte assez vénitien, finalement, dans le Veneto. Et ce que vous voyez ici, c'est... il reprend en fait les textes de Vitruve, et il va décrire 3 scènes qu'on verra, mais une scène qui est assez sérieuse. C'est la scène tragique, c'est pour des palais, c'est pour des grands personnages. C'est pas tellement l'ambiance Coda, on va dire. Hein. On est dans une ville, vous voyez qu'elle est assez architecturée, si on ose dire comme ça, comme Mérobis. Et puis, vous avez une statue avec un arc de triomphe. Dans cette version-là, vous voyez que l'espace public est un peu plus différent, que les rez-de-chaussée ont des activités, sont habités, et que la statue a été remplacée par un saltimbanque qui passe entre 2 tours. À part ça, des architectures qui sont des architectures de loges, de diversité, enfin un espace qui nous plaît bien, et ce n'était pas notre référence pour le faire, mais disons, on réfléchit la ville et les espaces extérieurs un peu de cette manière-là. Ok, on va passer maintenant à un autre projet de logement à Carouge, sur le plateau de Pinchat. Alors là, c'était un très grand programme, c'était aussi un concours. Hein. C'est un très grand programme de logement, plus de 400 logements pour des étudiants ainsi que 400 logements mixtes.
Et puis là, donc on est sur ce plateau, dans un champ bordé de chênes séculaires avec des vues assez spectaculaires et panoramiques sur le Salève. Et pour préserver les qualités paysagères de ce site, et puis ses orientations multiples, on a tenté la forme libre, des lignes organiques, comme stratégie de projet qui cherche une réponse dans un contexte de forte densification. On écarte ainsi la forme classique de la barre ou du plot, on fragmente le bâti de manière à déjouer sa perception d'ensemble, on dessine des creux et des redans. De la sorte, on modèle un nouveau quartier où s'enchaînent des patios, des places qui permettent une appropriation de l'espace extérieur, aussi avec des transitions et des seuils entre des usages publics, collectifs, familiaux ou encore plus privatifs. Alors cette forme que vous voyez un peu organique, elle découle pas tellement d'une esthétique. On a parlé, je pense que c'est un peu cyclique ces choses-là, il y a 30 ou 40 ans d'architecture organique, c'était souvent, nous semble-t-il, un peu, enfin on l'interprète comme un peu formel, quoique on verra qu'il y a des agrégations qui se passaient déjà de manière différente, mais pour nous c'était en fait une recherche de densité cette chose-là, parce que ce qu'on cherche pour gagner un concours, c'est que votre maquette, au moment où elle est dévoilée, le jury la regarde et dit bon, c'est très compact, probablement ils ont fait faux avec le programme. C'est-à-dire qu'on a une efficacité de l'architecture, de l'urbanisme, de l'implantation qui fait que ça paraît assez simple, assez compact, assez voilà. Et là, le geste d'avoir creusé vers l'extérieur, d'avoir ces creux qui regardent vers l'extérieur, effectivement, c'est ni le plot ni la barre, c'est une autre implantation et en fait, elle est très efficace. Alors, elle découle très directement de l'image suivante. Ouais, des typologies en fait, où on voit que dans cette forme organique, tout part de la distribution verticale, qui concentre la complexité géométrique du tout et qui génère du coup la forme. Et au cœur de cette distribution, évidemment, c'est la cage d'escalier qui distribue là jusqu'à 6 appartements par étage. Et puis il y a un vide central qui permet de relier les paliers entre eux pour enrichir l'espace collectif. Et chaque appartement bénéficie d'une double orientation. On voit les chambres et les séjours avec leurs loggia qui sont les dernières pièces du puzzle et qui vont chercher la lumière évidemment, mais aussi les vues. Et puis cette agrégation, ce système-là que vous voyez ici, on voit bien l'unité de base avec les cellules, enfin les six unités qui sont autour. Puis on l'agrège de manière après à déployer l'urbanisme, à créer des traversées qu'on voit dans l'image suivante, d'ailleurs peut-être on peut la passer, où là il y a déjà la lecture d'une traversée, ça fait ses creux, il y a de la place pour la nature, voire même après, on peut peut-être éventuellement revenir en arrière, mais même depuis l'intérieur des logements, ça vous donne ces perspectives sur le grand paysage. Oui, alors je te passe la suivante directement. Voilà, c'est ça. Qui montre qu'en fait dans la séquence spatiale entre l'entrée jusqu'à la loggia, on a un parcours qui aboutit à ce séjour avec cette loggia. Et puis dans son prolongement, on va chercher les rapports en fait avec le voisinage proche et le paysage lointain. La densité est assumée. Il y a un travail bien sûr avec des architectes paysagistes. Et sur l'image précédente, vous avez vu que les vides qui sont entre deux prennent des colorations différentes. On ne cherche pas du tout à minéraliser l'ensemble du site. Voilà, maintenant on va parler justement de la résidence d'artistes à La Bec. Enfin, La Bec, oui, c'est le lieu dit La Bec, à la Tour de Paix. Donc là, on a un magnifique parc où la Fondation accueille des artistes en résidence pour leur offrir les meilleures conditions possibles pour créer, se rencontrer et accueillir le public. C'est un programme un peu particulier, assez hors contrainte, qui nous a permis d'imaginer aussi bien des fonctions et des usages en lien avec les possibilités offertes qui sont exceptionnelles sur ce site qui est au bord du lac. On voit tout au sud, on a vraiment la rive du lac. La volumétrie basse des bâtiments laisse ainsi couler le parc jusqu'au lac et un cheminement un peu informel relie les différents bâtiments entre eux. On a donc 6 pavillons. Les 2 pavillons du nord reçoivent des espaces communs avec des salles communes, des ateliers studios, des chambres d'hôtes et des bureaux, tandis qu'au sud, on a 4 pavillons identiques
en béton, bois et verre, hein, qui accueille 8 résidences d'artistes, donc 2 résidences par pavillon. Alors notre ami, collègue et associé Guy Nicolier qui est là, qui a largement mené le projet, puis qui désormais s'est investi également dans la fondation, avec Jean-Paul Follet aussi, hein, je crois que voilà. C'est des étudiants de l'EDA, c'est des étudiants de l'ECAL, c'est des étudiants de la aide qui peuvent bénéficier de ces endroits, et puis des invitations qui sont beaucoup plus larges également. Et c'est extrêmement privilégié cet endroit-là, et en fait on n'a pas du tout la densité qu'on pourrait obtenir et qui se construit ailleurs pour des logements. Ça c'est grâce, c'est once in a lifetime peut-être ce genre de mandat, parce que la donatrice, celle qui a fondé qui a fondé l'affaire ici, elle avait ce petit pavillon ici et elle vivait là-dedans. Elle a dit, quand je serai morte, vous pourrez utiliser ma fortune pour accueillir des gens qui étaient artistes comme moi. Et on a dû attendre qu'elle décède pour en tout cas construire toute cette partie-ci avec les pavillons. Je crois qu'on avait déjà commencé les parties communes. Alors bon, la densité, elle n'est pas du tout ce qu'on pourrait construire à cet endroit-là. Et c'est ça le privilège, c'est que les vides qui sont là sont des vides de nature. On arrive dans une scène qui serait proche de la troisième scène de l'Antiquité dont on parlait On beaucoup. va y arriver, on ouais. verra tout à l'heure. C'est juste... Enfin voilà la coupe qui coule vers le lac. Voilà, c'est juste pour montrer que ces pavillons, ils sont posés à même le sol, hein, avec une couche de service qui se situe à l'arrière et qui ancre le bâtiment dans la pente. Et puis à l'avant, on a les espaces de séjour qui se prolongent en terrasse et qui surplombent légèrement le parc. Et effectivement, on arrive à la troisième scène. Qui est une scène toujours chez Serlio, qui est la scène dite satirique, on peut l'appeler bucolique aussi, et considérait et ça date de l'Antiquité, qu'il y a donc cette ville très réglée qui est la scène tragique, cette ville beaucoup plus populaire. Et puis enfin, on pouvait aussi faire des spectacles en pleine nature. Vous avez cette perspective, chez nous elle finit sur le lac, c'est pas plus mal, hein, avec un dégagement ici, mais enfin ça c'est la caravane par exemple de Madame Siegfried Meyer dans laquelle elle habitait, c'est proche du petit chalet, et c'est cette qualité-là, disons, qui est prônée. Ça, cette scène, on n'en parle pas tellement, les deux autres scènes sont beaucoup montrées, celle-ci on en parle moins, mais en fait ça a beaucoup inspiré, on en parlera tout à l'heure, des gens de théâtre à la Renaissance, notamment Scène d'une nuit d'été chez Shakespeare. C'est directement inspiré de de ces 10 livres d'architecture de Vitruve et de ces quelques passages qui ont été extrêmement lus, qui étaient très très bien compris à la Renaissance, en tout cas dans leur sens profond. Et on peut faire du théâtre dans la nature, c'est une des manières de faire. Et justement, Songe d'une nuit d'été, ça se passe complètement en extérieur. Donc voilà ce que disait François, la faible densité qui permet de fusionner paysage, végétation et construction. L'épaisseur des murs en béton à l'arrière, hein, comme un système constructif massif qui apporte une certaine pesanteur dans une pente douce et qui contraste avec l'élément modulable en bois. Qui s'ouvre sur le paysage. Qui s'ouvre sur le paysage, on va le voir. Ouais. Alors ici, au rythme du travail et des saisons, les résidents bénéficient d'une grande intimité, aussi bien que de lieux de rencontre, d'exposition ou de performance. Et puis effectivement, on voit ici la véranda mobile, où le projet met en scène en fait une succession de seuils, hein, qui soient minéraux, végétaux, par le biais de vérandas, de couverts, de murs, de chemins, de places, qui ajustent les transitions entre nature et bâti, entre intérieur et extérieur, entre public et privé. Et chaque pavillon, je ne sais pas si vous l'avez vu dans la coupe, mais est suffisamment décalé pour que la vue passe bien sûr par rapport à la toiture qui se trouve au-dessous. Donc en fait c'est des endroits qui sont très très privilégiés, qui sont bien appréciés par les gens. C'est une espèce de parenthèse dans une vie d'artiste qui est souvent avec très très peu de moyens. C'est une espèce de parenthèse enchantée ou de grandes possibilités qu'on donne, parce qu'il y a encore des lieux de réunion, des lieux de présentation. Donc ça, les gens arrivent et puis de l'art naît un peu de la contrainte qu'ils ont vécue avant, et tout à coup il y a des explosions qui se donnent, qui sont très très intéressantes. C'est le but. Là on voit le plan en fait de
2 résidences accolées. Les espaces de jour, ils sont évidemment orientés vers le lac avec une façade légère et puis cette véranda mobile dont on a vu avant une photo. Et puis les espaces de la vie quotidienne, à savoir la chambre, la cuisine, la salle de bain, ils sont à l'arrière et ils sont accrochés au mur en béton. C'est un dispositif assez simple avec assez commun, avec un mur creux à l'arrière qui a toutes les fonctions vitales, et puis ensuite le séjour à l'avant, très ouvert sur le paysage. Il y a juste ce mur de séparation ici, mais enfin c'est fortement ouvert sur 2 côtés. Puis il y a des possibilités de traversant qu'on va voir tout à l'heure dans les photos. Juste un dispositif là, ce trétillé, ça indique un pivot qui permet d'obtenir différentes configurations à partir du mobilier. Voilà, le mobilier qui pivote, ça vous permet d'avoir 2 pièces à l'avant, comme d'en avoir une seule grande quand on se rabat, d'isoler la cuisine, de faire évoluer ça au cours de la journée, sachant que cet endroit n'est pas seulement un lieu d'habitation, il l'est aussi, on peut dormir dans la chambre derrière, mais c'est carrément un studio et c'est un lieu de travail, potentiellement, pour faire de la création. Et c'est utilisé comme tel. On va vous présenter maintenant le centre sportif de Malais, à Lausanne. Donc là aussi, un lieu de spectacle, véritablement, la patinoire de Malais peut accueillir jusqu'à 10 000 personnes. On voit sur ce plan, et on le verra aussi sur d'autres plans, tout de suite on reconnaît 3 espaces majeurs. Donc on a ici la patinoire, ici l'ensemble des piscines, là c'est le bassin avec le plongeoir, la piscine olympique, et là-dessous la piscine des plus petits. Et puis la 3e pièce de la composition, c'est le parvis avec la patinoire extérieure. À vol d'oiseau, ce plan il ressemble un peu à une canne de hockey, un peu raccourci. Mais ce grand L, il permet de libérer un vaste parvis qui permet d'accéder de plein pied à mi-hauteur des gradins et donc de distribuer la foule, aussi bien de la répartir vers le haut comme vers le bas. Et puis l'aile sud du bâtiment reçoit les piscines dont le bassin pour enfants vient se glisser justement sous le gradin de la patinoire. On va le montrer là, c'est peut-être plus visible. On est dans la coupe. Oui. Oups, là, excusez-moi, je me suis c'est pas grave, parce qu'on voit un peu à quoi ça ressemble au final. Mais... Je me trompe encore, ça va pas le faire. Je reviens, voilà. Donc on a beau être dans la plaine de Malais, il y a des légères dénivellations. Lausanne, de toute façon, en pente, là, c'est pas très marqué, mais enfin, c'est suffisant pour créer une différence des niveaux suffisamment prononcée. Vous voyez ce parvis qui est en pente douce, qui arrive ici, qui arrive, comme a dit Christiane, au milieu du gradin, donc 5000 personnes qui descendent, 5000 personnes qui montent, grosso modo, et un déambulatoire qui se trouve ici. Ça, c'est un système extrêmement efficace pour une patinoire, c'est la coupe sur la patinoire. Et là, vous avez une patinoire d'entraînement qui se trouve sous cette dalle, un parking, enfin toutes sortes de fonctions annexes qui passent sous le tapis, si on ose dire comme ça, en tout cas qui sont sous-entendus par rapport à la ville. Et ça, c'est la coupe un peu plus en avant où on voit le jeu. Alors ça se lit peut-être sur les coupés, mais là vous reconnaissez tout de même le plongeoir avec la grande hauteur pour plonger. Plongeoir des 10 mètres. Ensuite, on passe à une partie plus basse dont on voyait le plan tout à l'heure et encore plus bas ici, de sorte qu'on essaye d'avoir des projets compacts, dont on parlait tout à l'heure pour les concours, pour gagner les concours, d'avoir des projets qui soient d'une grande efficacité. Et on a typiquement un thème qui revient assez souvent chez nous, puis qui est assez nécessaire, c'est la superposition des programmes, où cette piscine pour enfants, elle arrive à passer sous le gradin ici. Et puis ça donne aussi une coupe qui est assez variée, qu'on va voir tout à l'heure. Je crois qu'on a des images de ça. Alors là, en fait, on fait appel à la vue pour mobiliser l'appréhension de la nouvelle construction, mais on parle aussi de sensibiliser des appréhensions plus tactiles, auditives, des impressions d'humidité ou de sécheresse, de froid ou de chaleur, qui sont inséparables des matériaux qu'on met en œuvre. Ici, on a des volumes qui sont clairement affirmés. Et puis le blanc évoque la glace, évidemment, et puis les arrondis évoquent la forme de la patinoire.
Alors, au-delà de l'astuce esthétique qui va avec ça, ou des évocations, c'est un bâtiment qui tend à disparaître dans le ciel. Là, vous voyez un ciel bleu-gris, et parfois, il y a une certaine avenue qu'on descend ici, mais on comprend pas bien, quoi. C'est très très léger comme bâtiment. Parfois, quand on est dans un contexte de nature, avec beaucoup de frondaisons, avec des rochers et tout, on a intérêt à faire sombre, sinon l'architecture blanche, elle va. Mais ici, c'est un peu l'inverse, elle est assez discrète en fait. Quand bien même, c'est évidemment un très grand volume. Et ça, c'est pas une vue 3D, ça. Moi, j'ai toujours Non, dû c'est une photo. demander, Oui, j'ai dû te parce le que dire c'est 3 fois. extrêmement abstrait, mais Mm. c'est effectivement la réalité. Un grand bâtiment a parfois intérêt à être simple, et là, effectivement, c'est très très simple. Voilà, puis là on joue un peu les contrastes ombre-lumière, lisse, texturé. De la même manière qu'à l'intérieur, on joue le contraste entre le froid de la glace et le chaudron, comme on l'appelle, avec sa horde de spectateurs et de supporters. C'est un lieu de Encore une spectacle. fois, on joue le contraste entre le sombre, le noir de la patinoire et le blanc de la piscine. Donc là, c'est encore en chantier. Et puis, pour le plaisir des yeux, ici, on vous présente le plongeoir. Ouais, c'est évidemment un grand programme, hein, mais après, il faut gérer 200 millions et plus, et puis l'entreprise générale et la guerre, et voilà quoi. C'est Non, mais on n'est pas là difficile. pour parler de ce qui ne va pas. Non, mais c'est intéressant de voir qu'après, ça devient contraignant, c'est clair, quoi. Ok, là, on vous présente le nouvel hôtel des Archives à Genève. Donc, tout ça, ce sont des projets issus de concours gagnés. Ici, la question, c'est comment protéger et en même temps témoigner la présence d'un patrimoine millénaire. Il s'agissait de regrouper plus de 1000 ans effectivement d'archives de patrimoine genevoise. Et on avait dans le cahier des charges du concours à disposition un monument historique du 19e siècle qui est l'ancien arsenal. En fait, c'est assez similaire au bâtiment dans lequel on se trouve aujourd'hui, qui est un ancien arsenal qui reçoit aussi des archives du canton du Valais et qui est là transformé en hôtel des archives avec accueil du public, salle de lecture, salle de conférences et d'exposition, des ateliers, des bureaux des archivistes au rez-de-chaussée. Tandis que les dépôts à proprement parler, ils sont enterrés dans un grand abri en sous-sol, très protégé, dans une cour qui autrefois était très austère et qui devient un jardin, un bois protégé des nuisances. Là, c'est un outil de travail autant qu'un lieu public, et puis le programme est élaboré avec les utilisateurs tout au long du processus. Je passe à la slide suivante. Ça, c'est une planche du concours, en fait. Qui montre la ça coupe. Sort pas très bien, malheureusement, là, mais on voit quand même, j'imagine. Qui montre, voilà. Vous voyez, littéralement, c'est un bunker. C'est comme ici, sous la cour. Hein, c'est un abri, parce qu'il y a des subventions pour la protection des biens culturels qui sont assez importants. Ça fait une partie du budget. Et de plus, on est à côté de l'Arve. Cette caserne, elle était en limite de la ville quand elle a été construite. C'était un point de contrôle à côté de la rivière. Et donc on est dans l'eau, hein. À partir d'un certain niveau on est dans l'eau et la larve est susceptible. Alors là on est un mètre au-dessus de la crue tricentenale, mais enfin on ne sait jamais, et donc ça c'est conçu comme un sous-marin, vous pouvez le claquemurer, vous pouvez avoir une vague qui passe ici dessus et c'est censé survivre. Et on fait tout ça pour survivra. Ça survivra, ouais. Ben, il ne faut pas laisser la porte ouverte, c'est ça. Ouais. Mais une fois que les portes sont fermées, c'est un vrai sous-marin. Et donc c'est une parano totale. C'est vraiment l'abri de protection civile avec une atmosphère. Une atmosphère, c'est quand même 10 tonnes par mètre carré. Donc les arbres qui sont là au-dessus, le mètre de terre, c'est rien, quoi. C'est 5% du problème. Dès le moment où on a géré l'accélération des livres, du papier, en fonction d'une explosion, tout ça, en fait, c'est rien. Donc on peut avoir 1 mètre de terre et avoir une vraie forêt en ville. Ce qui est une qualité qui est rare à Genève dans ce quartier-là, parce que vous allez regarder, il y a différents parcs, différents espaces, il y a plein palais, mais qui est très très austère, on le sait. Et là, on a la liberté de planter une centaine d'arbres. Il y a vraiment 100 arbres qui sont des... Alors bien sûr, ils n'ont pas poussé encore, nous on est dans le trou pour l'instant, en train de fermer le trou, mais on a cette qualité-là. Donc,
il y a une schizophrénie, mais qui est assumée, entre la guerre civile, la parano qui se trouve ici, et le bucolique qui se trouve au-dessus. D'ailleurs, on a appelé ce projet Tituré, qui est la fameuse première bucolique de Virgile, où il est paresseusement étendu à l'ombre d'un hêtre, alors que son collègue paysan, comme lui à côté, subit la guerre civile, se fait exproprier, comme la famille de Virgile d'ailleurs. Il a vécu les deux situations, lui le poète et tout. Et derrière la guerre civile avec les massacres et les expropriations. Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais étendu, couché, alors que c'est la guerre et tout. Il dit, attends, calme-toi, regarde à quel point c'est beau. Et c'est ça le poème. C'est la guerre civile, la guerre et la guerre civile d'un côté. D'ailleurs, dans le secteur, c'est un des seuls endroits, c'est là qu'en 1932, les soldats sont partis, où il y a eu ces histoires de guerre civile en Suisse, un des rares épisodes, heureusement, hein. Après la guerre du Sonderbund, bien sûr, mais voilà. Et cette caserne, dont il reste qu'en fait qu'un tiers à peu près, actuellement, elle a déjà cette question-là un peu qui est inscrite. Alors nous, on insiste sur le côté bucolique au service de la ville, au service du climat, parce que sans arbre, ça commence à compter. Actuellement, à cause des véhicules militaires, c'est de l'enrobé. Enfin, c'était de l'enrobé total, donc vraiment au soleil, c'était dommage pour cette cour, quoi. Du coup, voilà, l'image du concours qu'on vous montre là, parce qu'on est en plein chantier. Donc là, la référence, c'est un peu le cloître, au cœur d'une cité, avec une cour qui devient un lieu calme, propice à la contemplation, où la nature se déploie, évoque le repos, en dialogue avec les rives naturelles de l'Arve qui sont juste à proximité. Et puis la caserne, elle se prête assez bien à ça, parce que à l'extérieur, elle n'est pas du tout comme ça. Donc vous avez littéralement des meurtrières qui sont en hauteur. Sur la rue, ouais. Sur la rue, ouais. Et là, c'est la sortie des véhicules et des canons à la base pour c'était une place d'armes, une place d'exercice qui était fermée par des grilles en plus. Mais enfin, l'espace privilégié, l'espace de référence de la caserne, c'est vers l'intérieur. Donc nous, on interprète ça comme une série de colonnes, en fait. Alors on le voit parle ici, de péristyle, c'est péristyle. Et puis on circule le long de la façade. Le plan à l'intérieur, il est assez simple, on ne va pas y retourner, mais on essaye de circuler là le long. Là, vous arrivez dans la salle de lecture qui a, tu veux développer les colonnes Oui, je crois que tu en as parlé, qui donne une ouverture sur cette cour, et puis qui offre aux espaces majeurs des vues vers l'extérieur jusqu'à traverser la cour qui se ferme avec un bâtiment d'habitation qui est en face à 60 mètres de distance. Et ces 60 mètres, si vous voulez, c'est à la fois une forêt de colonnes à l'intérieur, parce que tout ça c'était du stockage pour des véhicules, des armes, des choses comme ça, donc un entrepôt grosso modo, mais avec beaucoup de colonnes en fonte, c'est une partie souvent très belle que vous voyez là, et puis les colonnes à l'extérieur, c'est les troncs des arbres, où le regard passe à travers. Donc c'est une grosse salle hypostyle, enfin c'est une grosse salle à colonnes, aussi bien dedans que dehors. Oui, après avec nos amis architectes paysagistes, l'atelier du paysage Jean-Yves Le Baron, on s'arrange pour avoir une strate qui reste ouverte. Donc il y a toute une végétation au sol, c'est très précieux. Ouais, on le voit ici. Strate basse qui permet quand même le regard. Ensuite, c'est dégagé au niveau de ces fameuses colonnes, les troncs d'arbres, et puis ensuite on a la frondaison des arbres. Bon, il faudra attendre 50 ans pour qu'on soit vraiment... quand bien même on va se payer déjà des arbres assez importants. Mais on travaille sur le long terme. Ok, le théâtre de l'Arsenic à Lausanne. Donc là, c'est une rénovation. C'est un lieu évidemment majeur de l'arsenic contemporain en Suisse, et puis qui avait besoin d'un entretien et d'une mise en conformité tant au niveau de la sécurité, de l'énergie, du confort, de la cuisine, des installations et de la scénographie. Mais au-delà des urgences techniques, la transformation du bâtiment, il est consacré principalement au travail théâtral, avec une panoplie de petites salles, grandes salles, adaptées aux différents usages et aux différents stades et modes de production. Finalement, on a pu s'approprier l'ensemble du bâtiment, parce que c'est un bâtiment d'enseignement, on est l'école des métiers. Ça a été approprié par les gens de théâtre à la Bonne Franquette dans un premier temps. Ensuite, on a institutionnalisé ça avec ce projet, mais il se trouve que c'est idéal pour les maçons. Donc c'est une architecture qui est très très simple,
qui était assez pur et assez simple. Et après avoir construit, réalisé à fond, ventilé dans les règles de l'art ces 2 salles, il reste une quantité d'espace, en fait une douzaine d'espaces comme tu l'as dit, et ceux-là ont été appropriés vu les limites du budget. Hein. C'est déjà relativement lourd comme investissement, mais ça, c'est les utilisateurs qui les ont équipés à leur manière par la suite. Cette salle que vous voyez qui est assez importante, c'est eux qui ont fait le plancher, les installations d'exploitation. C'est entièrement eux qui se l'ont approprié. Donc un gros travail, et il s'agit d'un théâtre de création, bien sûr. On ne fait pas que de l'accueil à cet endroit-là. C'est la caractéristique des 3 lieux qu'on va vous montrer maintenant. Donc Vidi aussi Carouge, c'est des lieux où il y a des spectacles qui peuvent être en tournée, mais la plupart du temps, on les fabrique sur place. Donc c'est des ateliers, donc c'est des lieux où on travaille véritablement. Et ça, c'est super intéressant. Il reviendra. Alors on a évidemment assaini l'enveloppe périphérique, hein, et puis on voit là une nouvelle façade du coup qui emballe tout le bâtiment. On a une isolation extérieure en laine minérale qui est revêtue d'une toile sombre et ensuite d'un bardage métallique qui parfois qui est perforé et qui parfois dévoile ou dissimule le volume intérieur en fonction de l'angle de vue et de la lumière. Et puis là, c'est justement l'inverse de la patinoire. Pour le coup, on est au fond du vallon, pas mal à l'ombre, avec beaucoup de frondaisons, beaucoup d'arbres. Et pour le coup, on est parti assez sombre. Dans le sombre. Ouais. Et contrastant justement avec les arbres, et puis on le voit, ce matériau vibre avec les rayons du soleil, il laisse transparaître l'intérieur à la tombée de la nuit. Ce voile métallique évoque les tulles du théâtre et unifie tout le bâtiment. En l'occurrence, sur cette façade-là, vous avez les arbres de part et d'autre, et puis on a décollé, on a désolidarisé la peau. À certains endroits, elle est assez collée, mais vous voyez qu'il y a un jeu de transparence, de tulle, comme tu disais. Et là, on a fait exprès de la décoller pour qu'on mette à la chotte, à l'abri, les gens qui se trouvent ici. Parce qu'on utilise même l'extérieur du théâtre pour aller distribuer les salles. Il arrive qu'on rentre, en tout cas, on sorte de la salle par là. Par par ce couvert qui se trouve là entre les 2 ailes qu'on a vu tout à l'heure. D'ailleurs, dans la photo suivante, voilà, on voit ce couvert, on le devine ici. Il y a une entrée au foyer là, et puis cette œuvre de Sophie Guyot. On a pu aussi ici débarrasser la cour de ces véhicules, hein, et puis valoriser un nouvel aménagement avec ces arbres qui étaient présents sur le site. Et puis il y a cette œuvre qui s'appelle Flux, ouais, de la plasticienne Sophie Guyot. Le théâtre de Vidi à Lausanne, donc théâtre dessiné par Max Bill en 1964 pour l'exposition nationale. À la base, ce théâtre il devait vivre 6 mois. Et puis son rachat par la ville de Lausanne sous l'impulsion du metteur en scène Charles Apotello et le maintien de l'activité théâtrale ont permis de conserver une partie du grand pavillon. Au fil des équipes successives qui ont dirigé ce théâtre, Vidi est devenu une référence internationale et contribue de façon majeure au rayonnement culturel de la ville de Lausanne. Alors peut-être 2-3 mots sur ce plan de site, parce que tout ne date pas de l'Expo 64. En plus là, notre projet est déjà inséré, mais en fait, le pavillon de l'Expo 64 était bien plus grand que ça. Il nous reste 15% de ce qu'il était. Donc il occupait absolument toute la parcelle. Alors, par la grâce de la démolition, il s'est dégagé des vues qui sont assez importantes. Et vous voyez cette forme ici, ce geste en direction du lac qui embrasse un peu le site sur l'emplacement de l'ancienne cour des arts. On lit un peu ce carré qui est ici. Alors on a beau faire ce geste un peu symétrique ouvert en direction du lac, en fait quand on regarde bien, à gauche et à droite c'est complètement différent. Là, si vous connaissez un peu l'endroit, c'est assez fermé. En plus il y a ce pavillon qui devait être une salle de répétition qui s'est implantée ici. Vous avez énormément d'arbres ici, donc c'est très fermé de ce côté-ci. En revanche, ça reste très ouvert de ce côté-là. Et nous avions une pièce à disposition dans le programme pour jouer avec. C'était une nouvelle vraie salle de répétition à niveau pour que les innombrables lieux de représentation qui sont là-dedans, c'est pas vrai qu'ils sont innombrables, mais on était déjà à 4 ou 5, c'est-à-dire le pavillon en bois de Weinand ici qui est très beau, mais enfin c'est une salle
où on peut représenter la grande salle ici, la petite salle de la passerelle qui se trouve là, et cette salle René González, plus récente ici, et 0 endroit pour répéter. Et ça, c'est une très bonne manière de se tirer dans le pied quand on a un lieu de création. En fait, vous avez que des lieux de spectacle et rien pour travailler, quoi. Donc, il nous fallait une pièce qui était la salle de répétition ici, et comment la jouer. On a une carte à jouer, et comment est-ce qu'on va abattre cette carte et la jouer. Donc, je la montre là. Voilà. Donc vous avez vu sur le site qu'on ne l'a pas joué ici pour boucher la perspective sur le lac, mais on l'a tourné de cette manière-là. Et en plus, elle est relativement grande. Elle doit être relativement grande. Ce que vous voyez ici, c'est la dimension du plateau. Hein. Donc 3 modules ici qui représentent ça. Pourquoi? Parce que quand on prépare un spectacle, on a exactement la surface de jeu, bien sûr, qu'après on va retrouver sur scène ici. Alors on se sert de cette pièce en fait pour faire plusieurs choses. D'abord, terminer un espace qui n'était pas fini. On avait cet ancien péristyle ici qui était ouvert mais qui finissait bizarrement de ce côté-là. Donc on a fermé l'espace de ce côté pour donner cette impression d'ouverture vers le lac. Et puis autre chose aussi, c'est qu'on est, je ne sais pas si tu mets là directement la suivante, mais dans un système très modulaire, peut-être même celle qui vient après. Voilà. Donc Max Bill, l'art concret, il construit à partir d'un module de 5 mètres par 5 et ça ne plaisante pas au moment d'exposition parce qu'en fait c'est une architecture, je ne dirais pas de papier parce qu'elle est en acier, mais c'est construit extrêmement vite. Le sol, c'est un enrobé qu'on envoie sur toute la surface ici, mais vraiment intérieur-extérieur, c'est le même enrobé qui passe. Ensuite on monte les colonnes et on termine le pavillon. Et l'inox qui était en façade, c'était littéralement du carton, une feuille d'inox de moins d'1 millimètre collée sur du carton. Donc hyper précaire, mais par la motivation des gens de théâtre, c'est un lieu qui a pu subsister. Donc vous voyez ces modules très très répétitifs. N'empêche que, en fait, quand on s'intéresse à Max Bill, puis qu'on va regarder, comme c'est un architecte complet, et un graphiste et un peintre, et voilà, enfin une personnalité très forte, on se rend compte qu'il fait plein de choses justes. Il pense aussi au paysage, il pense à plein de choses, il pense, voilà. Et outre ce pavillon qui pourtant, il reste peu de la substance de base parce qu'il a été beaucoup transformé, les façades ont été refaites et tout, il nous reste cette trame qui est très très importante et il nous reste un peu de la substance de base. Mais en fait, quand on va regarder le grand bâtiment qui nous reste de Max Bill, c'est l'école de Ulm. Donc c'est la reconstruction du Bauhaus après la guerre mondiale. On se rend compte qu'il regarde beaucoup le paysage. Et probablement, il regarde le Japon. Enfin, c'est une intuition qu'on a quand on va à Ulm, c'est dire, mais on a l'impression d'être dans l'architecture japonaise, dans un lieu qui mêle architecture et paysage d'une manière qui est assez troublante. Et on se rend compte après, en cherchant, qu'il l'écrit lui-même, avant-guerre. Pendant la guerre, il se construit sa maison à Bremgarten, qui a des références explicites à l'architecture japonaise. Donc ça, plutôt qu'un système industriel de production à donf, si je peux dire, il faut le lire plutôt comme des tatamis, d'accord? Et dans la composition, lui, il ne cherche pas à régulariser. Peut-être on revient à l'image précédente. On est plutôt à Katsura, en fait. Avec la composition des volumes, ce volume, on ne l'a pas aligné à celui-là, on l'a plutôt avancé en direction du lac pour avoir ce geste de fermer la cour des arts, mais aussi qui nous donne cette composition un peu variée qu'on a à l'extérieur et qui est assez souple et qui est une manière d'utiliser la trame pour la modeler à sa manière. Ah, tout à fait sur le modèle du tatami. Alors, en fait, on a appris ça à l'école, hein, avec des gens comme Patrick Berger. Quand on veut travailler à la manière d'un architecte, en l'occurrence à la manière de Max Bill, parce que vous voyez bien que cette construction en inox, nous on adopte le même langage ici, hein, ben quand on veut travailler à la manière de quelqu'un, il ne faut pas faire la pure copie de son architecture, il faut regarder ce qu'il regarde. Et en l'occurrence, bien sûr, il regarde la préfabrication, bien sûr, il regarde tout ça, mais il regarde beaucoup la nature en fait. Et on s'est dit, ok, alors regardons un peu le Japon et tout, et on a dû ici prolonger la salle, prolonger le volume, tout ça sous, je dirais pas la surveillance, mais en collaboration avec une commission du patrimoine. Ça c'est une proposition de la ville de Lausanne tout de suite, on nomme une commission du patrimoine, toutes les discussions sont faites avec eux. Et nous, à chaque fois, on avait cette confrontation, cette discussion. On a en fait un peu
Là, c'était un volume qui était un peu plus coué, on l'a simplifié, mais on a rajouté cette complexité de ce côté-là. Dans le fond, on a retrouvé un équilibre. Là, on a pu rajouter une trame. Vous voyez du rouge ici. Ouais. Oups, excuse-moi. J'arrive pas à te suivre. Le rouge ici, on a rajouté une trame de 5 mètres, on a relevé le niveau là, on a rajouté une trame ici, mais l'un dans l'autre, à la sortie, on est en fait assez proche de l'esprit de base. En tout cas, ça a été reconnu par la commission officielle du patrimoine, à laquelle on faisait des propositions. Ce n'est pas elle qui nous l'a imposé, c'était une contribution, un travail de collaboration. Et voilà la cage de scène, donc, qui est toujours l'objet difficile d'un théâtre. En l'occurrence, dans la nature, c'est quand même plus bas que les peupliers qu'on voit autour. Et là, c'est la peinture au minium de 1964. On va la prolonger encore par rapport, bien sûr, maintenant c'est fait, mais prolonger un petit peu, ici prolonger cette chose-là. Donc on travaille un petit peu dans le sens de ce qui existe. Avec plusieurs degrés d'intervention. Hein. Ici, on fait très peu. Là, c'est tout à neuf. Et puis, on ne se gêne pas, en fait, on dit on fait à la manière d'eux, mais on ne se gêne pas d'avoir parfois des digressions ou des différences. À l'extérieur, on a cette trame régulière que vous lisez ici, donc cette représentation régulière qu'on a beaucoup respectée. Après, il y a déjà une légère liberté qu'on s'est prise, c'est pour donner de la lumière aux gens qui travaillent. Ça, c'est un truc qu'on tient beaucoup dans les programmes de théâtre, à laquelle on tient beaucoup dans les programmes de théâtre. C'est que les gens qui travaillent dans le noir, enfin, vous êtes éclairagiste, bon là vous êtes un peu condamné on va dire, hein, mais si vous êtes machiniste et que vous ne faites pas que de l'éclairage, eh ben, dans la plupart des salles de théâtre, malheureusement c'est le noir, parce que le metteur en scène, qui n'est pas l'architecte, c'est le Dieu sur terre, lui il décide de donc, mais oui, c'est comme ça, c'est la genèse, on part du noir, du silence absolu, et la lumière fut, quoi. Donc c'est des espaces qui sont tout noirs, et vous êtes condamné à bosser 24 heures sur 24 dans le noir. Donc au moins les gens qui ne font pas directement la lumière, parce que les pauvres qui font les effets lumière, eux, ils n'y coupent pas évidemment, ils partent toujours du noir, mais on essaye d'avoir dans différentes salles, dans différents lieux, au moins, ne serait-ce que respecter la loi sur le travail. Et donc on a pris une liberté par rapport à la fenêtre. Par rapport aux matériaux aussi à l'intérieur, ici on a du béton par exemple dans cette cage, et nous, franchement, d'exprimer les choses comme ça à l'intérieur, ça ne nous gêne pas. D'autant que le béton est peint en noir, donc c'est un matériau qui est extrêmement pratique, très bien adapté pour la situation, c'est le meilleur, donc froidement on a choisi ça. Bon, ça c'est le théâtre de Villy. Ok, le dernier. Théâtre et salle de fête de Carouge. Okay. Bon, on remet en route là, un instant la machine à remonter le temps pour parler de théâtre de quel grand moment de l'histoire du théâtre. On a vu dans le Veneto tout à l'heure, et puis là, on est avec le seul dessin qui nous reste d'une floraison incroyable à Londres. Et figurez-vous que personne n'a fait de dessin de ça. Alors après, on a un plan de Mathias Merian plus tard, on a des plans de ville, oui, où on voit vaguement ces bâtiments. Mais là, c'est un voyageur hollandais qui a vu ces théâtres fonctionner. Et ce théâtre s'appelle le Swan. C'est même pas le Globe de Shakespeare, mais c'est voilà. On est tout à fait dans le même esprit que les premiers théâtres romains où ils faisaient des théâtres à compte d'auteur. Il n'y avait pas de subvention d'un prince ou de l'État ou de qui que ce soit. Donc c'était la dèche absolue, c'est des théâtres en bois. Et les gens sont à la fois constructeurs et acteurs. Donc John Burbidge, ici, qui a fait il appelle le théâtre, il y en a un qui sort, et après ça va avoir un succès monstre sur à peu près un siècle, il y en a 6 ou 7 qui vont être construits. Ils étaient très conscients en fait du rapport que ça avait avec l'Antiquité. Ils ont une lecture de Vitruve que nous on n'a plus, mais qui heureusement a été reconstruite par une dame qui s'appelle Frances Amelia Yates. C'est un petit bouquin qui s'appelle Theatre of the World, qui est assez célèbre, ce bouquin aussi, et qui parle de cette épopée des théâtres. Alors l'idée, c'est que Vitruve dit le théâtre doit être divisé en 12 parties, comme les 12 parties du ciel. Bon, ok, c'est un truc technique, je divise en 12, je fais 12. Mais en réalité, c'est beaucoup plus que ça, c'est-à-dire ce qui se passe dans le ciel, c'est un moment où la technique et la symbolique ne sont pas, parce que nous, on dissocie les choses, mais eux pas. Donc, pour eux, ça veut dire que tout ce qui se passe dans le ciel va se passer sur terre.
Si Maudite Aphrodite, c'est un film d'ailleurs, si Aphrodite décide que ça va mal se passer dans ta vie, elle va arriver à tirer le fil de la marionnette et ça va être une catastrophe amoureuse définitive, alors que jusqu'à maintenant ça se passait bien, ça va déraper totalement, voilà. Donc cette idée-là, elle est très très présente dans ces théâtres, quand bien même ils ne sont pas du tout proches des théâtres antiques. Ils sont faits en bois, ils sont faits de manière assez précaire et ils sont en concurrence directe avec des montreurs d'ours, vraiment, c'est une idée du théâtre qui est extrêmement forte. Vous avez ici au fond une maison toujours avec 2 grandes colonnes. Comme dans le théâtre roman, on est toujours face à un palais, on est ici dans une communauté qui regarde un spectacle. Et ce visiteur néerlandais, il comprend très bien ses rapports avec l'Antiquité, il n'est pas forcément le plus cultivé, il n'est pas architecte, il n'est pas littéraire à ce point-là, mais il arrive très bien à identifier ces codes qui sont les codes de l'Antiquité. Donc on voit après, sur une autre vue, les 3 lieux qui étaient là au sud de la Tamise. Donc c'est des histoires invraisemblables de survie, je démonte le théâtre pendant la nuit parce que j'ai un droit de superficie et sinon je vais me le faire confisquer. C'est des histoires fabuleuses que vous lisez ici avec ces petits théâtres qui sont là. Et ça pour nous c'est un sens profond de ce qui pouvait se passer, de ce que peut être un théâtre. Donc là, 2 générations plus tard, on est en 1600, et c'est pour ces lieux-là que Shakespeare écrit. Retour à Carouge. Retour à Carouge, merci. Ouais. C'est après cette petite explication. Donc nous, le projet ici, voilà, on vous présente les plans du concours en fait. Ce projet qu'on a construit, il est assez différent, mais le principe, franchement, n'est jamais mieux exprimé que par ces plans de concours, nous semble-t-il. Donc c'est une composition de 5 salles différentes. Une esplanade, nous on compte ça comme une salle presque. Des fois il y a le 1er août qui se déroule ici. Une salle existante ici qui est une salle des fêtes. Et puis cette salle des fêtes, c'est une architecture brutaliste des années 70, très belle. Le théâtre autrefois a été fait de cette manière-là, mais il n'était pas vivable parce qu'il était enfoncé dans le sol, il fonctionnait très mal. Et nous, on doit gagner le concours et installer ce théâtre de création. Comment est-ce qu'on s'y prend? On essaye de mettre tout sur le même niveau, parce que ça, c'est une redoutable efficacité. Donc, on a 3 salles à construire. La grande, ici, dont on voit le gradin, hein, et puis opportunément, on enfile le foyer dessous pour gagner de la place, pour être compact, comme on disait tout à l'heure, et 2 salles. Une salle de répétition qui correspond à une petite salle ici. Cette salle de répétition, elle correspond aussi à la dimension du plateau qui est là. Et on voit qu'on compose un peu comme on a parlé de la ville tout à l'heure, avec des interstices. Donc, aussi bien à l'extérieur ici des bâtiments qu'à l'intérieur des bâtiments, on est dans un système de rues et de places qui est déterminé par les grandes pièces que nous mettons en place sur le site. Un mot peut-être, c'est que ça, on avait déjà fait pour un concours pour la comédie, où on est arrivé 3e ou 4e, derrière les Français, parce que les Français font une chose que nous, on ne sait pas faire a priori, c'est vraiment des foyers hyper... L'ai-je bien descendu l'escalier, enfin. C'est l'Opéra Garnier, on commence par la représentation, on commence par le foyer, on commence par l'entrée. Donc on en avait pris un peu on a pris une leçon, quoi. Ça, on savait qu'on savait faire, c'est bien helvétique, ça a commencé par le travail, hein, si vous voulez, ici à l'arrière, cet endroit qui fédère toute la création, c'est une halle de montage. Et ce qu'on savait moins faire, c'était cet espace ouvert sur un vrai foyer. Et là, on s'est dit, bon, la prochaine fois, ok, on fait ce qu'on sait faire, et on fait à fond un foyer, c'est comme ça qu'on a gagné le concours. Donc là, vous voyez bien qu'il est ouvert, comme l'était d'ailleurs l'ancien théâtre, ouvert très fort ici, ouvert là aussi sur le... Voilà. Et puis après, on taille au plus près, toujours pour cette idée de compacité, on taille le costume au plus près des nécessités. Donc on nous demande quand même une cage de scène, pour faire disparaître les décors ici, qui culmine à 24 mètres, on doit être à 20 mètres sous grille, c'est 24 mètres, et dans l'échelle de la ville de Carouge, franchement, c'est pas facile, parce que Carouge, c'est pas Genève, c'est une échelle qui est beaucoup plus petite, beaucoup plus ramassée, et il faut arriver à faire passer, entre guillemets, ce projet dans la ville. Donc voilà la coupe longitudinale de référence.
Ah, pardon. Salle Du de... reste, il y a eu un référendum. Enfin, on a Ouais. échappé. Je crois que c'était le budget, a priori. On n'a pas trop entendu parler de caisses en béton et qu'on était des massacreurs et tout ça, parce que vous verrez qu'on a pris quelques précautions par la suite. Là, vous avez une coupe qui montre bien qu'on essaye de, comment dire, trouver une médiation pour cette grande hauteur de 24 mètres dans la ville. Ça passe par un niveau plus bas qu'est la petite salle, et ça se sert aussi de cette grande toiture de la salle ici, la salle des fêtes qui se trouve à côté, qui est très belle. Et puis au moment du concours, alors c'est un peu lâche, mais ça a bien marché, on a tout fait rendu sur fond noir, quoi, rendu de nuit parce que c'est du théâtre, ça marche bien, ça marche sous la lumière, voyez, puis ça donne des facilités. Donc ce type de montage, il passe très bien, il est assez valorisant pour les arbres ici. Et là, vous pouvez mettre une surface en béton par le simple jeu des ombres et tout, ça paraît pas mal, quoi. Alors bon, ça, on gagne le concours de cette manière-là, et après, avec quoi est-ce qu'on construit? Et il se trouve que heureusement, on a fait des séances de projet à l'interne, et l'idée de la brique est sortie. Alors toujours, on parle un petit peu de Rome, mais pour le coup, c'est une vraie tuile romaine, très très plate, la brique très allongée, qui est moulée à la machine, certes, mais moulée quand même. Voilà. Et puis voilà, et voilà le résultat final. Alors, faut pas croire là, ça c'est un peu les hasards quand les gens ont mis l'éclairage pour l'éclairage nocturne de la ville, ils ont fait ce qui est le pire pour le maçon, parce que je vous assure que la journée à les voir, hein, c'est une brique qui est claire et qui se fond un peu dans le ciel et qui est posée de la manière la plus régulière possible. Il y a relativement peu d'aspérité. Mais là, les gens ont mis la lumière au pied du mur, comme ça, et tout le monde a trouvé très cool d'avoir ce bosselage, si vous voulez, d'avoir beaucoup de caractère dans cette cage de scène, alors que ce serait en théorie ce qu'il faudrait cacher, quoi, dans un théâtre. Mais là, les gens aiment leur théâtre, et puis ça passe très bien d'aller faire la pire lumière possible, rasant, disons, pour contrôler le travail du maçon. Donc le maçon est fier de son travail, il a toutes les raisons de l'être, mais quand il a vu la cage, il a dit « je suis pas sûr ». Voilà, donc là, il y a un gros travail à part ça sur la brique, où on a fait une brique sans joint, c'est-à-dire que c'est des murs qui se dilatent, enfin on a écrit un petit bouquin pour l'inauguration à ce sujet-là, et ça, vous n'avez aucun joint, le mur se dilate librement pour lui-même. Donc c'est des vraies constructions qu'on a faites là, il y a aussi un claustre que vous voyez là. Bon. Ça, c'est cette fameuse salle de travail qui est à l'arrière. La halle de montage. Halle de montage, merci. Et qui est de plein pied. Qui est de plein pied. Un niveau qui roule, où les places sont très chères. Je veux dire, vraiment, c'est pour les choses lourdes, pour le travail le plus important en bas. Et puis en haut, on a un autre anneau de circulation, parce qu'en fait, on peut faire tout le tour du théâtre à l'intérieur sans s'arrêter comme ça. Et en haut, ça fédère tous les espaces qui sont plus petits, plus fins, où on a moins besoin d'arriver avec des charges très lourdes. Ça veut dire que c'est les loges que vous avez ici sur la droite, à la gauche. Là-bas, c'est des ateliers techniques, c'est les bureaux, c'est la régie, c'est tout ça. Mais tout ça, en fait, ce qui est très intéressant dans ce programme-là, c'est que c'est fait pour les moments de spectacle. Là, c'est 99% du temps, 99% de la vie d'un théâtre de création, c'est ces endroits-là. Et il y a 1% où c'est le flash, où ça respire, où on ouvre tout et on invite. Voilà. Alors bien sûr, c'est la scène que vous voyez ici, avec son dégagement vers le haut. Ici, c'est le spectacle, le seul qui a été joué jusqu'à maintenant de James Thierry. Ou alors il a foutu un Bronx énorme. Tout le monde était très très content parce que ça a exploité toutes les possibilités du lieu en termes de création. Lui, il est à la fois auteur du texte, metteur en scène, acteur, il fait tout en même temps et il mobilise tout le monde dans le théâtre et il crée vraiment sur place. Donc, ok, alors, ce qui est très important, c'est bien sûr la scène, mais tout aussi important et intéressant dans ce programme, c'est le public. Parce que ce qu'on découvre dans le théâtre, et là on parlait de fonction tout à l'heure, cette question des arts vivants. La définition des arts vivants, c'est que vous avez non seulement un spectacle, comme derrière un écran, mais c'est que vous avez des spectateurs qui sont là. Et ça, avec un écran, vous n'avez pas. Donc les arts vivants, ça va être la danse, ça va être le cirque, ça va être la scène. Et il est étonnant de
il y a un rapport qui est très très fort entre le public. Nous, ce qu'on a cherché à faire en collaboration vraiment avec les gens de théâtre, c'est de fusionner les compétences et de regarder tous le même but, à savoir le meilleur rapport possible entre la scène et le public. Donc ce moment du 1% où vraiment ça flash, ça doit être vraiment quelque chose qui vient du ventre entre les acteurs et les spectateurs. Et c'est très étonnant, on peut faire différents, on a fait même nous au sein du bureau différentes expériences, notamment avec des masques. Et l'influence du public, oublions un instant ça, mais vous le sentez peut-être, l'attention du public qui porte sur une scène, c'est presque une matière. Quand on est acteur, ça m'est arrivé de l'être, dans un final, par exemple, d'Idan Aîné, on chante en direction du public en avançant en hyper lenteur comme ça, et on sent l'énergie du public, c'est carrément une matière. Donc, si l'acteur joue bien, c'est aussi parce que le public lui donne de l'énergie, entre guillemets. Ça paraît assez magique, et cette magie, entre guillemets, mais qui a un vrai travail, eh ben, elle passe par les meilleures conditions possibles pour être assis, écouté, voir dans un théâtre. Donc là, on a l'audience qui est la plus proche possible. On dit qu'on ne doit pas dépasser 20 mètres pour le dernier spectateur, à distance au cadre de scène. Là, on est à 16-17 mètres au maximum, donc on est plongé dedans. Le directeur, tout le monde, on est tous en train d'essayer les sièges pour savoir comment est-ce qu'on aura la meilleure concentration. Ici, vous voyez les réflecteurs ici du son qui revient parfaitement sur le public. Et tout est fait pour avoir la meilleure audience possible. Ça veut dire que c'est un geste qui est quelque part profondément collectif, en fait. C'est ce qu'on cherche à la sortie. Puis nous, on va peut-être terminer, parce que ça, c'est la dernière slide. On va terminer par là. C'est ce qu'on cherche à dépasser ces questions de fonction, à aller vers quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'organique et du vivant et du collectif. Voilà, merci. Merci. Merci à tous.